recteur, chers sénateurs, chers professeurs, chères étudiantes et étudiants, c'est un très grand bonheur d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercierai jamais assez. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bonne année. Asbeth Amgaz, Azulflawen. Je vais essayer de vous raconter très brièvement mon histoire. On m'a accordé exactement 1 heure, 50 minutes, plutôt 30 minutes pour mon intervention et 30 minutes pour vos questions-réponses. Ce que j'ai à dire d'abord à nos chers étudiantes et étudiants, ayez de l'ambition. Rêver, c'est la plus belle chose de la vie que le bon Dieu nous a donnée. Soyez ambitieux, rêvez, vous allez arriver à vos buts. Moi, j'avais commencé en 1971 avec 27 000 dinars. C'était l'équivalent à l'époque de 5 000 $. Avant, j'étais aussi enseignant. J'ai travaillé aussi comme chef comptable dans une entreprise publique. Et après, j'avais créé mon cabinet d'expertise comptable. Et après, un de mes anciens clients du cabinet, toute petite entreprise de construction métallique, m'a proposé de prendre 20% de participation dans cette toute petite société de construction métallique en 1971. Et on a développé cette petite entreprise qui avait démarré avec 5 apprentis. En 1974, on était arrivé à 65 collaborateurs. Et mes 2 associés m'ont dit, écoutez, on a peur d'être nationalisé, donc nous arrêtons d'investir. Et c'est là où je leur avais dit, écoutez, si vous arrêtez, à ce moment-là, je vais créer une autre société. Et c'est là où j'avais créé en 1975 la société Profilor. Et c'est de là que tout était parti. Mais depuis, on n'a jamais cessé de continuer à investir. En 1995, malheureusement, on avait eu un accident, ou je dirais plutôt une attaque terroriste qui nous a détruit un de nos fleurions de l'industrie qui était Metal Sider à l'Arbab Moussa. Et j'avais pratiquement, à l'époque, perdu les 90% du patrimoine du groupe. À l'époque, on nous appelait le groupe Metal Sider. Il faut dire que nous avons connu plusieurs périodes. On avait connu la période Profilor, après la période Metal Sider, et aujourd'hui la période Cevital. Je vous dirais que ce n'est pas pour autant, si vous arrive de tout perdre un jour,
il ne faut pas vous décourager, il faut reprendre. Et la preuve, aujourd'hui, Cevital est un de nos fleurons, que ce soit au niveau du secteur privé en Algérie, que ce soit au niveau national. Pardon. Ah bon. D'accord. Cevital, on avait démarré les activités de Cevital le 8 mai 1998, ici à Béjaïa. On avait démarré d'abord par la fabrication d'emballages et le conditionnement des huiles végétales, après raffinage d'huile, après margarinerie, après raffinage de sucre. Nous avons eu aussi à réaliser toutes les infrastructures et nous avons réalisé la deuxième raffinerie de sucre. Aujourd'hui, nous avons la plus grande raffinerie de sucre au niveau mondial que vous avez ici à Béjaïa. Nous avons fait passer le pays du stade importateur au stade exportateur au niveau du sucre. Nous avons aujourd'hui à Béjaïa aussi la plus importante raffinerie d'huile végétale d'Afrique et d'Europe, où on a fait passer aussi le pays du stade importateur au stade exportateur. Nous l'avons fait aussi au niveau des margarines. Et après, nous l'avons fait aussi au niveau du verre plat à l'Albab Nimoussa, où avec 30% simplement de nos capacités de production de verre plat, nous couvrons les 100% des besoins du marché national. Et 70% sont destinés à l'exportation, dont 60% vers l'Europe et des pays développés, tels que l'Allemagne, tels que la Suisse, tels que l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne, la Belgique, etc. Après, nous avons aussi investi dans l'électronique et l'électroménager à travers un partenariat qu'on avait fait au départ avec la société Samsung, qui par la suite, on a évolué à avoir notre indépendance en reprenant le groupe Brandt en France, dont je vais vous parler. Et après, nous avons aussi diversifié nos activités dans d'autres secteurs, tels que la grande distribution, tels que la construction, distribution automobile et matériel de travaux publics, promotion immobilière, production d'électricité. Enfin, nous avons aussi, on s'est attaqué au shipping, c'est-à-dire au transport maritime, avec l'acquisition de bateaux. Et nous avons développé pratiquement jusqu'à 1998, plutôt jusqu'à 2013 plus exactement, la majeure partie de nos investissements était concentrée en Algérie. Et puis à partir de 2013,
on a décidé d'aller à l'international. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a été à l'international non pas pour créer seulement des emplois à l'extérieur, non pas pour abandonner la création d'emplois dans notre pays, comme certains, évidemment, l'ont essayé de le faire entendre. On a été à l'international dans un but de créer un développement économique au niveau de notre pays. C'est-à-dire, en 2013, nous avons acquis la société Oxo Évolution en France. C'était une société qui était en difficulté, que nous avons reprise avec 288 salariés sur 410. Et nous avons créé en Algérie Oxo Algérie en créant 3000 emplois et en profitant du savoir-faire et des 9 agences de distribution que nous avons acquises en France. Et c'est comme ça que Oxo Algérie, qui a une capacité de 2 100 000 fenêtres double vitrage par an, 50% c'est pour le marché algérien et 50% à l'export. Nous avons aussi acquis une autre société en Espagne qui était en difficulté dans l'extrusion d'aluminium. Et nous l'avons fait aussi dans le même sens. Nous avons acquis la société Brandt, l'un des fleurons de l'électronique et de l'électroménager en France et en Europe, avec un réseau de distribution au niveau mondial où nous avons bénéficié pour la première fois pour une entreprise algérienne de 1300 brevets et où nous avons aussi bénéficié de 4 marques prestigieuses au niveau mondial. C'est Brandt, Sauter, Vedette et Dietrich. Nous avons gardé en France la partie cuisson et toutes les activités qui ont été délocalisées vers les pays d'Asie ou d'Europe de l'Est, nous avons décidé de les relocaliser en Algérie. Pour ne rien vous cacher, j'ai souhaité que cette unité, au départ, on devrait la réaliser à Béjaïa, avec la création de 7500 emplois. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'assiette foncière. Et c'est le wali de Sétif qui nous a offert l'opportunité, qui nous a accordé une assiette de 110 hectares. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser cette unité où on doit couvrir l'équivalent de 50 hectares, 500 000 mètres carrés.
qui va créer 7500 emplois, qui va produire l'équivalent de 8 millions à 10 millions d'articles d'électroménager par an, et dont 90% destinés à l'export. Et en 2015, nous avons acquis le deuxième sidérurgiste italien qui s'appelle Lucchini, avec un savoir-faire dans les aciers spéciaux que l'Italie a accumulé pendant près d'un siècle. Lucchini est le leader européen dans la production des rails de chemin de fer. C'est aussi le leader dans la fabrication de fil machine destinés pour les billes de roulement, pour fabriquer tout ce qui est boulons, vis, tout ce qui est câbles, etc. Et aussi spécialisé dans la fabrication des barres pour la production des pièces détachées automobiles. Et notre idée, c'est aussi, avec ce savoir-faire, développer en Algérie toute la partie de pièces détachées automobiles ou industrielles. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons été à l'international pour essayer d'acquérir d'abord la technologie. Et je vous dirais que si ce n'était pas la crise européenne que connaît ou qu'a connue l'Europe aujourd'hui, jamais on n'aurait eu une telle opportunité d'acquisition de ces unités de production avec leur technologie. C'est vrai que nous avons préservé 1200 emplois chez Brandt. C'est vrai que nous allons préserver en Italie 2250 emplois. Si vous voulez, dans les pays d'accueil, vous êtes aussi, on doit être reconnaissant vis-à-vis de ces pays, c'est donnant-donnant. Aujourd'hui, au niveau toujours algérien et européen, nous sommes en train de développer deux nouvelles technologies. Nous sommes en discussion aujourd'hui, probablement pour reprendre une start-up pour la production des équipements de dessalement d'eau de mer. Parce que nous pensons le problème qui va se poser demain à nos pays, ça sera le problème de l'eau. Et le dessalement d'eau de mer, pas de la même manière qu'il est fait aujourd'hui, avec une très grande consommation d'énergie électrique, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour produire 1 mètre cube d'eau, le coût du mètre cube d'eau qui est fait par
l'osmose inverse, 80% c'est le coût de l'énergie électrique. Par contre, avec ce système tout à fait nouveau, nous comptons utiliser l'énergie solaire ou l'énergie fatale, c'est-à-dire l'énergie qui est en perdition dans les centrales électriques qui ont besoin d'être refroidies au niveau de la mer, enfin au niveau des rivages de la mer, on peut utiliser cette énergie qui est perdue, comme nous avons l'intention, et d'ailleurs d'ici le mois de mars prochain, nous allons installer un prototype de cette unité de dessalement d'eau de mer ici à Béjaïa, où en récupérant l'énergie fatale qui se perd après avoir fait de la cogénération au niveau de nos 2 centrales électriques en cogénération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cogénération? C'est utiliser le gaz une fois, mais produire 2 énergies en même temps. C'est-à-dire, on produit de la vapeur à haute pression avec laquelle on produit de l'énergie électrique, on fait tourner 2 turbines. Après avoir produit de l'électricité, on récupère cette vapeur pour le process de production, parce que tout ce qui est raffinage, sucre, huile, margarine, etc., nous avons besoin de beaucoup de vapeur. Et on va faire la trigénération, encore récupérer encore la chaleur qui se perd pour en même temps générer de l'eau distillée en dessalant l'eau de mer. Et selon un estimatif qui nous a été donné par des experts, nous pourrions produire, grâce à ça, près de 30 000 mètres cubes d'eau par jour. Aujourd'hui, le prototype que nous allons installer va produire simplement 100 mètres cubes par jour. Et c'est à titre expérimental. Ça, donc, c'est les nouvelles technologies que nous comptons introduire en Algérie, produire les équipements en Algérie, pour l'Algérie, mais aussi pour les exporter dans différents pays. Que ce soit en Asie, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Europe ou ailleurs en Afrique. Nous avons aussi quelque chose d'innovateur. Vous savez qu'aujourd'hui, dans une voiture américaine, 20 kilos de pièces détachées par voiture est produit à partir de la poudre d'acier. Et en Europe, c'est seulement 9 kilos par voiture de pièces de rechange dans une voiture européenne qui est produite à partir de la poudre d'acier. Et
il y a deux types de poudre d'acier. Vous avez des poudres d'acier hydrauliques et vous avez des poudres d'acier de qualité supérieure qui sont produites aujourd'hui à partir de l'azote. S'il vous plaît, vous avez besoin de vos collègues. Si certains ne veulent pas écouter, il y a d'autres qui veulent écouter. Et nous avons aussi donc l'intention d'investir en Algérie en collaboration avec une multinationale aussi européenne dans la fabrication de pièces détachées automobiles à partir des poudres d'acier. Pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, on a constaté que les pièces détachées automobiles fabriquées à partir de la poudre d'acier, surtout à partir de la poudre d'acier fabriquée avec du gaz, d'abord ces pièces ont une endurance 4 fois supérieure aux pièces qui sont fabriquées traditionnellement par tournage ou par fraisage. Deuxièmement, pour produire 1 kilo de pièces détachées, par le système traditionnel, il vous faut 3,4 kg d'acier pour produire 1 kilo de pièces. Avec le système innovateur de la poudre, on arrive à produire 1 kilo de pièces de rechange avec uniquement 1,3 kg de poudre d'acier. Donc, vous avez économie d'énergie. Qui dit économie d'énergie, vous avez l'écologie. Et les pièces détachées avec les poudres d'acier, nous arrivons d'abord à obtenir des pièces de qualité supérieure avec une résistance à l'usure 4 fois supérieure et qui coûtent 30% en moins que les pièces détachées traditionnelles. Nous avons aussi aujourd'hui notre souci majeur, c'est la sécurité alimentaire. Vous savez que notre pays, malheureusement, toute la région, c'est vrai, nous avons un grand territoire, mais nous n'avons pas assez d'eau, malheureusement. Et nous avons découvert, à travers mes différents voyages, que les 4 grands pays qui nourrissent aujourd'hui le monde, y compris l'Europe, c'est les Amériques. C'est les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et le Canada. Mais le pays où il y a un très grand potentiel, c'est le Brésil. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Europe importe 34 millions de tonnes par an de tourteaux de soja à partir des Amériques. L'Algérie importe 1 500 000 tonnes. Mais nous importons aussi 3 500 000 tonnes de maïs. Nous importons près de 2 millions de tonnes
de sucre roux. Évidemment, sur ces 2 millions de tonnes de sucre roux, nous réexportons, Cévital réexporte 500 000 tonnes par an. Mais nous sommes dépendants de ces pays, du point de vue agroalimentaire. Et notre idée, c'est d'alimenter, de sécuriser nos usines et notre pays au niveau des produits agroalimentaires à de meilleurs coûts et de réexporter des fertilisants, des ciments, du clinker dans ces pays. Le Brésil importe aujourd'hui 38 millions de tonnes de fertilisants. Ils importent aussi du clinker pour la production de ciment. Et ce que nous avons constaté au niveau de Mato Grosso, dans le centre du Brésil, qui est une région agricole par excellence, où on peut produire 2 récoltes et demie par an, même si on n'arrose pas. Et si on arrose, on peut faire même 3 récoltes par an sur le même sol. L'handicap du Brésil, c'est la logistique. À Mato Grosso, le prix du maïs, il est entre 70 et 85 $ la tonne. Pour le ramener dans les ports, la logistique coûte 155 $ la tonne. Et c'est là que nous avons décidé, évidemment, avec l'aide du gouverneur du Pará. Le gouverneur, l'État du Pará représente aujourd'hui l'équivalent de 2 fois la surface de la France. Ça, c'est pour vous situer le... Et j'avais invité le gouverneur du Pará à visiter nos installations industrielles de Béjaïa. Il est venu, et depuis qu'il avait visité Béjaïa, il nous a ouvert toutes les portes. Et c'est ainsi qu'il nous a aidés à obtenir l'autorisation à réaliser 3 ports dans le nord du Brésil pour réduire les coûts de la logistique. Donc, nous avons actuellement aussi des investissements à réaliser dans ces pays où nous faisons déjà 70%, Cévital fait 70% du commerce extérieur avec le Brésil. Je voulais simplement ajouter quelque chose et vous donner une information et corriger certains de nos détracteurs. Un de nos détracteurs, en visitant une raffinerie récemment du côté d'Alger, avait déclaré que, en encourageant la réalisation d'autres raffineries de sucre, parce qu'il considérait que Cévital avait le monopole, alors qu'on n'a absolument aucun monopole, puisque avant même la réalisation de cette raffinerie de sucre du côté d'Alger, nous sommes
4 raffineurs de sucre. Il y a 4 raffineries de sucre. dont la plus importante, c'est la nôtre qui est au port de Béjaïa, une autre à Guelma, qui appartenait jadis à l'ENASUC, 2 qui appartiennent à Western Port, dont une à Khamis Miliana et une autre à Mostaganem. Donc il n'y a absolument aucun monopole. Plus maintenant celle qui vient de s'ajouter, et il avait déclaré, il y a moins d'un mois, que de telle sorte qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui va se réveiller demain et décider d'une augmentation de 15% du prix du sucre. Alors qu'en réalité, je vous dirais que cette personne a menti. Malheureusement, il continue encore à mentir. Cevital n'a jamais augmenté ses prix. Au contraire, on les a diminués. Depuis 4 ans, on n'a pas augmenté les prix d'1 centime. Au contraire, on les a diminués, et malgré la dévaluation de 40% du dinar. C'est vrai, nous ne les avons pas augmentés, c'est parce qu'on avait bien acheté sur le marché international au niveau des matières premières. Ces gens-là pensent qu'en démultipliant le nombre de raffineries de sucre, si tout au moins les promoteurs de ces raffineries de sucre devraient les réaliser avec leur propre argent, ça aurait été leur propre argent qui perdrait demain. C'est pas grave. Ils n'ont qu'à en faire autant qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, avec un marché couvert à plus de 250%, Cevital n'a absolument aucun problème, elle peut exporter, elle a les moyens d'exporter, elle est compétitive sur le marché mondial. Malheureusement, ce n'est pas le cas de nos confrères. Et à ce moment-là, s'ils utilisaient, et c'est ce qu'ils vont faire, 80% des fonds publics prêtés par les banques publiques, et qui vont faire faillite demain, c'est l'Algérie qui perd. Je voudrais aussi rajouter quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est au niveau des huiles végétales. Nous sommes 11 raffineurs en Algérie. Le marché est couvert à plus de 300%. Les huiles végétales, c'est vrai, ont été détaxées pour, évidemment, à ce qu'il y ait des prix abordables pour nos concitoyens. Mais ce qui est regrettable, c'est que certains de nos confrères, qui sont des raffineurs, se font subventionner au niveau du budget de l'État. L'État leur donne de l'argent. Alors que Cevital n'a jamais, au grand jamais, été subventionné.
on n'a jamais touché un centime de l'État. Au contraire, Cévital aujourd'hui, c'est le plus grand contribuable au budget de l'État après Sonatrach. Et Cévital, aujourd'hui, c'est le deuxième exportateur après Sonatrach et le premier exportateur hors hydrocarbures. Et je vous dirai, si nous avons bien réussi, c'est grâce Merci. Qui nous ont formé des talents. Et c'est grâce à ces talents que nous recrutons aujourd'hui dans cette prestigieuse université que nous avons pu arriver à ces résultats. Et je vous dirai autre chose. Béjaïa constitue pour le groupe Cévital une pépinière de talents. Et nous avons décidé, avec mes collaborateurs, de recruter au niveau de l'université de Béjaïa tous les majors de promotion de toutes disciplines confondues. Et nous avons créé une université corporate. Évidemment, on ne fait pas concurrence à l'université de Béjaïa. Nous recrutons les talents à leur sortie de l'université, des étudiants qui ont déjà gradué, et nous essayons de leur donner une formation maison, une formation professionnelle. Sur ce, je tiens, mesdames et messieurs, à vous remercier encore une fois et merci de votre aimable attention et je suis ouvert à toutes les questions sans aucun problème. Il n'y a absolument aucun tabou. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous conviennent. Et merci.